Personne ou presque ne le connaît aujourd'hui. Pourtant, un peu partout en France, son nom est encore là. Comme si quelque chose refusait encore la fatalité de l'oubli. Osiris. Nom du célèbre dieu égyptien, il est aussi celui d'un des hommes les plus riches et les plus généreux du XIXe siècle. Profondément sensible et cherchant à réparer l'irréparable, ce philanthrope au cœur brisé et à la personnalité complexe dédiera sa vie à soulager les maux de l'humanité. Ses nombreuses contributions feront de lui un acteur du soin, de la recherche médicale, du progrès ou encore du patrimoine. De nos jours, son héritage immense, à la fois historique, humaniste et scientifique, est hélas très peu connu. Vous connaissez Osiris ? Pas du tout. Alors, face à cet oubli, et peut-être aussi pour réparer cette injustice, au travers d'une enquête menée sur plusieurs mois, faite de nombreuses recherches, d'archives et de rencontres avec ceux et celles qui le connaissent, voici son histoire. C'est à Bordeaux que commence l'histoire d'Osiris, il y a près de 200 ans. Né Daniel Ifla, le 23 juillet 1825, il est le fils de deux commerçants modestes, Isaac Ifla et Léa Cardozo d'Urbino. Ses parents se sont mariés en 1820, quelques mois après le décès de la première épouse d'Isaac. Tous deux appartiennent à une histoire bien plus vaste que la leur, celle des Juifs séfarades. Originaire de la péninsule ibérique, cette communauté a été contrainte à l'exil à la fin du XVe siècle, suite à son expulsion par la reine Isabelle Ier de Castille et par le roi Manuel Ier du Portugal. Des milliers de familles se sont alors dispersées à travers le monde, trouvant refuge au fil du temps aux Pays-Bas, en Afrique du Nord, au Brésil ou encore dans l'Empire ottoman. Les ancêtres de Daniel, eux, s'établirent du côté paternel au Maroc et du côté maternel en Italie. C'est à Bordeaux que leurs chemins se rejoignent au début du XVIIIe siècle. La ville est en effet dans ces années-là un des principaux foyers d'accueil de ceux qu'on appelle alors les Juifs portugais. Dans cette ville portuaire ouverte sur le monde, ces familles nouvellement établies profitent d'une liberté rare pour l'époque, ce qui favorise grandement leur intégration. Lorsque Daniel voit le jour, à peine 35 ans se sont écoulés depuis la Révolution française et le décret de 1790 qui accorde officiellement à cette communauté la pleine citoyenneté française. Daniel grandira dans le quartier juif de la ville et sera profondément marqué par l'histoire de ses aïeux. Son grand-père paternel, lui aussi prénommé Daniel, est un ancien volontaire dans les armées napoléoniennes. Il s'est distingué par son courage au cours de combats en Maurienne et lors de la deuxième bataille du Boulou. Pour Daniel, c'est un véritable héros et une source d'inspiration qui le suivra tout au long de sa vie. Du côté maternel, c'est son grand-oncle David Attias,
rabbin libéral et fervent partisan de la Révolution française, qui infuse chez lui un esprit d'ouverture et de modernité. Ces deux héritages constitueront les fondations du code moral auquel il répondra tout au long de son existence. Aux alentours des années 1838-1839, Daniel quitte Bordeaux pour rejoindre Paris. Il intègre alors la capitale, en pleine transformation. Depuis 1833, le gouvernement a instauré un enseignement primaire public et gratuit pour les familles d'enfants pauvres. En outre, toutes les communes du pays ont désormais l'obligation d'avoir sur leur territoire une école primaire et un collège, alors appelé école primaire supérieure. C'est le début de l'alphabétisation de masse qui aura lieu en France tout au long du siècle. Ce sont également les prémices de l'enseignement public laïque que nous connaissons aujourd'hui. Daniel, lui, entre à l'école Turgot, tout juste créée. L'enseignement y est résolument moderne. Sans latin, il privilégie les matières scientifiques et pratiques, comme les mathématiques, les sciences ou encore l'histoire, géographie et le dessin. Très vite, l'établissement connaît un fort développement, symbole de l'enseignement public du XIXe siècle. Mais assez rapidement, Daniel s'oriente vers un autre univers, lui aussi en plein essor. Celui de la bourse. Installée au Palais Brongniart depuis 1826, la Bourse de Paris va s'imposer au fil du siècle comme une place majeure de la spéculation mondiale. Ce sont les débuts des placements financiers, notamment des investissements dans les chemins de fer ou encore dans l'immobilier. Commençant sa carrière en tant que commis chez un agent de change, Daniel suit une trajectoire commune à de nombreux jeunes de son temps, issus, comme lui, de familles juives portugaises bordelaises. Cette génération va incarner l'émergence d'une nouvelle élite, actrice de l'essor économique du XIXe siècle. Quelques figures s'y imposent avec force. Les frères Émile et Isaac Pereire, qui ont entre autres révolutionné le secteur bancaire, Jules Mirès, financier important et homme de presse, ou encore Moïse Millot. Ce dernier, également journaliste, sera aussi le fondateur du Petit Journal. Premier quotidien de masse français apolitique, destiné à un public populaire grâce à son prix abordable, il transforma durablement le rapport du public à l'information. Il sera aussi l'un des journaux les plus diffusés de son temps. Cette génération d'hommes, avec qui il travaillera et nouera des amitiés, sera le premier cercle d'influence auquel Daniel accédera. C'est d'ailleurs en suivant leurs traces qu'il aurait fait fortune en investissant notamment dans les chemins de fer espagnols. Une incroyable ascension pour le jeune homme. Néanmoins, encore aujourd'hui, les origines exactes de son immense patrimoine restent incertaines. L'année 1855 marque un tournant dans le destin de Daniel, mais aussi de la France.
Suite au coup d'État de 1851, organisé par Louis-Napoléon Bonaparte, alors président de la Deuxième République, le pays a basculé dans une nouvelle ère, celle du Second Empire, sous l'égide du désormais empereur Napoléon III. À l'été, Paris est en fête. La ville accueille la deuxième exposition universelle de l'histoire et la première organisée en France. L'événement est aussi la première grande manifestation du régime impérial et marque une étape décisive dans sa reconnaissance internationale. Alors que Londres, son prédécesseur, mettait en avant une dimension industrielle, Paris décide de se démarquer en ajoutant à l'événement une dimension artistique. 25 nations y participent. Près de 5000 œuvres y sont exposées, parmi lesquelles celles des maîtres les plus en vue de leur époque, tels Jean-Auguste Dominique Ingres ou encore Eugène Delacroix. C'est un succès total. Plus de 5 millions de visiteurs s'y pressent. Paris et le Second Empire rayonnent. Pour Daniel, l'été 1855 est d'autant plus lumineux qu'il semble enfin lui ouvrir une possibilité longtemps tenue à distance. Si les origines de sa fortune demeurent floues, une biographie écrite après sa mort par Gabrielle Henry, son ancienne secrétaire personnelle, évoque bien des spéculations boursières très audacieuses. Mais ce serait par amour qu'il aurait pris tous les risques afin de pouvoir épouser l'élu de son cœur, dont la famille refusait l'union en raison de sa modeste condition sociale. De cette légende, une certitude pourtant s'impose. Leur mariage est célébré le 26 juillet 1855 à la mairie du 2e arrondissement de Paris. Daniel est profondément amoureux. Elle s'appelle Léonie Carlier, elle a 19 ans, elle est catholique. D'elle aujourd'hui il ne reste ni image ni portrait, mais c'est bien elle qui changera à jamais son destin. Ils se seraient rencontrés à quelques pas de la place Saint-Georges, rue La Bruyère, dans le 9e arrondissement de Paris. Daniel y loue une chambre depuis de nombreuses années. Le bailleur et propriétaire de l'immeuble n'est autre que Désiré Carlier, le père de Léonie. Les contours exacts de leur rencontre restent cependant empreints de mystère. Le témoignage tardif d'une petite nièce de Léonie en laisse néanmoins entrevoir les contours. Dans cette lettre écrite en 1911, elle raconte les débuts parisiens de Daniel, encore incertains. Elle y décrit aussi comment la mère de Léonie, prise d'affection pour ce charmant locataire aux yeux d'un bleu très clair, lui faisait apporter régulièrement des repas. La sympathie familiale aurait alors évolué jusqu'à Léonie, et c'est donc dans ce contexte qu'ils se seraient rencontrés. Leur idylle ne sera malheureusement que de courte durée. Mais son souvenir, lui, traversera les époques. Ouais, c'est bien ici. C'est bien ici. De nos jours, cet homme est le gardien du souvenir familial. Je m'appelle Antoine Davot et je suis un arrière-petit-neveu de Léonie Fla née Carlier, 1836-1855.
épouse du personnage qui nous intéresse. Antoine est le descendant direct du frère de Léonie, Charles Carlier. Pour nous, il remonte le temps et raconte l'histoire familiale autour de cet hôtel particulier. Il était le propriétaire de Désiré Carlier, qui était un monsieur donc né en 1799, qui vers 1815 était parti de Bapaume avec son frère et qui avait monté une petite entreprise de bâtiment et de peinture et qui semble s'être beaucoup enrichi, puisque d'après la tradition familiale, il était propriétaire d'une des tranches de camembert, si vous voulez, qui entoure l'Arc de Triomphe. Il pourrait bien qu'il ait connu Daniel Ifla en l'utilisant comme comptable. Ça me semble assez probable. Voilà, et c'est sans doute pas là que s'explique son mariage avec sa fille. Suite à son union avec Léonie, Daniel entre pleinement dans la famille, au point de la marquer sur plusieurs générations. J'ai eu la chance de connaître une personne qui se souvenait enfant d'avoir vu une fois Osiris, à savoir ma grand-mère Denise Robert, épouse d'Avaux, 1896-1996. C'est vraiment émouvant, mais ceci dit, les souvenirs familiaux, comme racontait ma grand-mère, ils illustrent surtout sans doute l'imprécision des souvenirs et l'effacement des souvenirs. À savoir, ma grand-mère savait que sa grand-tante était morte en couche en mettant au monde 2 enfants qui lui avaient à peine survécu, mais elle ignorait qu'elle n'était mariée que depuis 2 mois et demi. Une incohérence de date, due au fait que toute sa vie, Daniel réécrira leur histoire. Il ajoutera une année à leur union, comme s'il tentait de prolonger le temps du bonheur, ou peut-être de le faire échapper aux conventions sociales de son époque. Car ce n'est en effet que le 13 octobre, soit à peine 2 mois après leur mariage, que Léonie accouche. La situation se présente mal. Daniel aurait même fait appel à Paul-Antoine Dubois, professeur réputé et médecin personnel de l'impératrice Eugénie, alors enceinte de 3 mois, du futur héritier de l'Empire. Eugénie d'ailleurs mettra au monde quelques mois plus tard le petit Louis-Napoléon, lors d'un accouchement lui aussi très difficile et qui faillit lui coûter la vie. Mais dans une époque où la médecine obstétrique est encore rudimentaire, Paul-Antoine Dubois, malgré tous ses efforts, ne réussira pas ici à déjouer le funeste destin qui s'annonce. Léonie et les 2 enfants qu'elle portait ne survivront pas. Pour Daniel, tout s'arrête. Il a à peine 30 ans. Contrairement à son père, jamais par la suite il ne refera sa vie. Jusqu'à sa propre mort, près de 50 ans plus tard, son attachement au souvenir de Léonie perdure. Dans leur hôtel particulier, la chambre qu'elle occupait reste intacte. Rien n'est déplacé, rien n'est effacé. Comme si Daniel voulait y figer à jamais la présence de celle qu'il aimait. L'univers qui était le sien désormais disparu. Daniel va devoir entrer dans un nouveau monde. Laisser derrière lui les souvenirs et les promesses d'un avenir heureux.
et faire émerger quelque chose de suffisamment solide pour survivre au drame qu'il a vécu. Il va devoir devenir Osiris.